Bien. Cher Victor, merci de nous rejoindre. Chacun ici te connaît. Ça ne va pas m'empêcher de te demander de te présenter et d'introduire ton propos à ta manière, bien entendu. Tu arrives dans un séminaire de terriculture qui a l'ambition, avec un enjeu délicat, presque risqué, de remettre en question, de se réinterroger sur les orientations des programmes de terriculture au vu de la situation actuelle, on va dire, du pays et de la nation. Il est question ici de débattre, comme on aime souvent le souligner à terriculture, de circonscrire ce qui est nécessaire pour favoriser l'évolution et les destinations de la nation. Et cette circonscription est en fait de choisir ce qui nous est possible de réaliser. Il y a eu différentes interventions qui ont tenté de cerner et d'élaborer cette question, chacun à sa manière, et nous serons très heureux de t'entendre à ce sujet. Merci beaucoup Aram, et merci à toutes et à tous de votre accueil. Je suis extrêmement ému d'être parmi vous parce que, avant toute chose, je viens ici en tant que membre passif et sympathisant d'OTC, puisque je suis un ancien. Ma première campagne, je l'ai faite en tant qu'adolescent, chétif et enthousiaste en 1998 à Kessab. À l'époque, je portais des boissons gazeuses pour Méliné, qui était parmi nous, et des bananes, parce qu'on avait des problèmes de touristas. Et puis après 2001, 2003, donc vraiment c'est terriculture, je vous le dis en toute sincérité, c'est les meilleures années de mon adolescence. Donc comment ne pas être là aujourd'hui? Alors, le propos d'aujourd'hui, déjà c'est très excitant pour moi d'être là parce que c'est la première fois que je vais faire quelque chose d'hybride, c'est-à-dire que je vais arrêter de faire la géopolitique pour les nuls ou répéter comme un perroquet ce que les journalistes demandent, savoir voilà, le corridor, il passera où, l'Arménie, l'Artsakh, c'est quoi le Haut-Karabakh en 5 minutes. Non, on va prendre le temps. Et le propos justement, c'est de scinder cette communication en deux parties. La première partie, diagnostic, constat, sur l'état de la question arménienne en 2023. Deuxième partie, faire un peu de prospective, proposer des pistes pour une vision stratégique, porteuse de sens, mais à travers une vision diasporico-centrée. Et puis bien sûr, l'impératif d'une mise à jour de la cause de la question arménienne. Et il y aura des questions, c'est ça, des questions-réponses. Donc peut-être Aram pourra modérer, je sais pas, ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, première partie du constat. Donc, effectivement, on ne vous apprend rien en disant que ce que nous vivons depuis 2020, c'est un rétrécissement sans précédent de l'espace civilisationnel arménien en tant que territoire. Donc, c'est quelque chose sans précédent. Je crois que j'emprunte une formule de Kéram. Mais il se trouve que mon article est sorti la semaine dernière dans la revue Carto, qui est une revue très pédagogique pour les profs d'histoire géo, reprend un peu ce titre, on voit au Karabakh la disparition d'un bout d'Arménie, avec beaucoup de cartes à l'appui qui pourront être un matériau utile pour les profs d'histoire géo ou les étudiants qui font des exposés dans leur centre, dans leur université, leur lycée respectifs. Donc rétrécissement sans précédent, et puis surtout cette idée qu'on a un moment charnière, c'est-à-dire que vraiment dans le logiciel arménien, il faut intégrer un avant et un après 9 novembre 2020, ce que malheureusement peu de gens parmi les responsables à différents échelons, que ce soit en Arménie, mais que ce soit aussi dans les organisations pan-arméniennes de la diaspora, n'ont pas suffisamment pris en compte. Alors, à mon petit niveau, ma réaction, ça a été déjà de lire beaucoup. Il y en a qui se sont mis en colère, il y en a qui étaient complètement abattus, il y a aussi le sentiment de haine de soi, d'incapacité de se projeter collectivement autour d'un récit. Moi, ma réaction, c'était de lire énormément la partie qui correspond de 1918 à 1920. Voilà, c'était vraiment très important de relire en fait ce que dit l'historiographie arménienne critique par rapport aux événements charnières qui se sont déroulés il y a pile 100 ans.
puisque ce qu'on a assisté en 2020, en automne 2020, était une répétition un petit peu, on va dire, troublante, mais en tout cas beaucoup de points communs entre l'effondrement de l'État arménien en novembre 2020 sous la pression à la fois de l'impérialisme kémaliste et l'impérialisme bolchevique, qui fait que l'Arménie est devenue une proie entre ces deux impérialismes qui sont aujourd'hui dans une forme de coopération compétitive, comme on peut le voir donc à l'aune des événements actuels. Alors ça m'a amené à travailler sur la rédaction d'une géopolitique de l'Arménie qui a été parue en 2020 et qui a été rééditée il y a quelques mois dans une version augmentée. Donc l'idée c'était bien entendu faire de la vulgarisation, et puis après il y a un volet un peu plus, on va dire, pour un public plus restreint, c'est ma participation à la revue Résonance, qui a consacré tout un numéro l'année dernière, que je vous invite à consulter en écrivant à la rédaction Nouvelle d'Arménie, consacré à la pensée politique arménienne. Pensée politique arménienne, genèse et dilemme, qui est un ouvrage important parce que justement il réunit des plumes à la fois d'Arménie et de diaspora et qui, pour la première fois, interroge la distinction entre la politique et le politique. La politique comme tactique, la politique comme, on va dire, ce qui se fait en Arménie, la cause arménienne aussi, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas une vraie portée stratégique, et puis le politique comme sens commun, comme agora, comme prise en compte justement du bien commun. Et on se rend compte en fait en lisant et en travaillant sur ces sujets que les Arméniens n'ont pas de sens politique. Ils ont un sens de la politique comme tactique, mais pas de sens du politique comme agora, comme projet, comme responsabilité, comme prise en compte, se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est vraiment cette idée motrice en fait qui, en tout cas moi, me travaille beaucoup depuis 2020, c'est que les Arméniens en général ont beaucoup plus de facilité à se reconnaître comme nation que comme État, pour des raisons évidentes. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire, d'ailleurs, je ne vais pas sous le contrôle de Zovinal, mais parce qu'effectivement, il n'y a pas de tradition de souveraineté étatique et politique depuis la chute du royaume d'Arménie en Cilicie en 1375, et que effectivement, depuis 1375 jusqu'à la période contemporaine, les élites arméniennes étaient beaucoup plus à l'aise dans le cadre d'un empire pluriethnique et multiconfessionnel, empire ottoman, empire russe, que dans le cadre étriqué d'un État-nation pour lequel ils n'étaient pas préparés. Alors après, il y a aussi, bien entendu, le concept d'église-nation que j'emprunte à Jean-Pierre Mahé, étant donné que c'est l'Église nationale qui a assuré la pérennité de l'identité et de sa transmission. Et ce qui fait la singularité, en fait, de la trajectoire arménienne depuis médiévale, c'est qu'on ne peut pas comparer cette trajectoire avec les trajectoires des féodalités occidentales, puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'État centralisé. Donc c'est pour ça que quand vous regardez des cartes de l'Arménie antique qu'on arbore fièrement, l'Arménie de la carte de Sainte-Ananie, etc., c'est des cartes qui n'ont pas vraiment de résonance et qui ne correspondent pas vraiment à une réalité bien établie avec un État centralisé autour d'un roi et des seigneurs vassaux. Non, c'est les rois à l'époque des Bagratides et des Halzouni étaient plutôt un primus inter pares, mais pas un souverain absolu. Donc les Arméniens n'ont jamais été vraiment très à l'aise dans le cadre d'un empire pluriethnique. Ils ont été des bons bâtisseurs d'empires pour lesquels ils étaient des bons serviteurs, des bons bâtisseurs de villes. Ils ont construit Tiflis, ils ont construit Bakou, ils n'ont pas trop construit Yerevan. Et effectivement, l'indépendance de 1918 est arrivée un petit peu par surprise, puisque même les élites militaires n'y croyaient pas vraiment, étant donné que ces élites-là, en tout cas, avaient du mal à fédérer autour d'un récit collectif, étant donné qu'il y avait une grande fracture au sein même du monde arménien entre deux visions antagonistes, la vision défendue par la délégation nationale arménienne, dirigée par Boros Nobar-Pacha, qui défendait une Arménie intégrale, avec bien sûr un tropisme très occidental, et puis une délégation, la République d'Arménie, les élites de la République d'Arménie, appartenant à la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashnak-Soutyoun, à une majorité écrasante de culture russe, de culture caucasienne, et qui effectivement avait du mal à fédérer les autres Arméniens rescapés du génocide autour de cette idée d'une Arménie libre et réunifiée. Une Arménie libre et réunifiée qui restera toujours sur le papier, même s'il y a eu cette fameuse déclaration du 28 mai 1919, à l'occasion du premier anniversaire de cet État. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on en est encore là aujourd'hui, autour de cette dualité, de cette fracture entre les différents pans du monde arménien. Et la guerre de 2020, effectivement, à mon sens, a ravivé ces fractures, même si
ça reste un vrai tabou, puisque personne n'ose parler de cette crise de défiance entre les différents pôles du monde arménien, par les dirigeants successifs de la République d'Arménie depuis l'indépendance de 91, et puis les responsables à différents échelons des structures communautaires de la diaspora qui, effectivement, n'ont pas été associés à cette construction de l'État arménien. Alors, je retiendrai, en fait, effectivement, l'idée qu'il n'y a jamais eu vraiment de partenariat stratégique entre l'Arménie et les élites de la diaspora, qu'il y a aussi une date très charnière qu'il faut retenir dans la construction, enfin en tout cas dans la trajectoire de l'Arménie contemporaine. Je ne dirais pas tellement 91 qu'est l'indépendance. Pour moi, la vraie date qu'il faut retenir, c'est le 27 octobre 99. Le 27 octobre, il y a un avant et un après 27 octobre 99, puisque c'est lorsque il y a eu cette tuerie au Parlement qui a décapité l'élite arménienne, à savoir le Premier ministre Vasken Sarkisian, héros de guerre et véritable bâtisseur de l'armée arménienne souveraine, et un grand homme d'État, un homme d'État, pas un politique, Aren Demirjian, qui était issu de la vieille nomenclature communiste parce qu'il avait été aux commandes de l'Arménie soviétique dans les années 70. Et ces deux-là, donc, étaient porteurs de l'idéal d'une souveraineté politique arménienne, et idéal d'une vraie construction étatique. Et effectivement, je crois qu'on ne s'en s'est pas remis. On ne s'en sait pas. Vraiment, c'est une véritable catastrophe que ce massacre du 27 octobre 99, dont les circonstances n'ont pas été pleinement élucidées. Et donc, depuis octobre 99, l'Arménie n'a jamais été aussi faible, parce qu'elle est rentrée dans un cycle en fait de déliquescence. Et il y a deux mots-clés qu'il faut retenir, en fait, parce qu'on ne va pas faire ici, on ne va pas étudier en profondeur la cuisine politique de l'ère Kocharian, Sarkissian. Mais moi, il y a deux mots-clés que je retiens. Un, c'est le mot impéritie. L'impéritie, c'est quoi ? C'est le manque d'aptitude, le manque d'habilité des élites arméniennes d'Arménie, mais aussi de la diaspora, puisque on voit très bien qu'une fois que Robert Kocharian met en place son régime, en fait, il fait table rase en fait, de l'administration précédente de Levon Tepretosyan, et il considère que l'Arménie doit se placer sous l'orbite de la Russie pour pouvoir souffler un petit peu et confier au fait les clés du pays, c'est-à-dire le régalien, c'est-à-dire la défense, la diplomatie, la politique étrangère, mais aussi tout ce qui est le volet économique et énergétique à la Russie. Et il s'entend avec les élites de la diaspora, en premier lieu la FRA, Dashnak Soutchoun, pour une répartition des tâches. C'est-à-dire qu'il propose aux Arméniens de la diaspora qui n'étaient pas associés à la construction de l'État, puisqu'il n'y avait pas la double citoyenneté sous les Levon Tepretosyan, elle n'était pas reconnue. Il y avait un statut spécial pour les Arméniens de la diaspora qui souhaitaient se rendre en Arménie sans visa. C'était une sorte de permis de séjour valable pour 10 ans, mais qui ne donnait pas les droits de citoyens, de vote notamment, et d'être éligible. Donc il propose cette réforme de la Constitution qui va aboutir en 2005 à justement la reconnaissance de la double citoyenneté, mais surtout il propose à la FRA Dashnak Soutchoun d'être un partenaire dans le sens qu'il invite ce parti à se focaliser sur la reconnaissance, le travail, la lutte, le combat pour la reconnaissance internationale du génocide de 1915 et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État arménien. Donc je crois que dans cette affaire, même s'il y a eu des succès en termes de reconnaissance, il n'y a eu que des perdants. Il n'y a eu que des perdants parce que l'Arménie s'est affaiblie et parce que la diaspora aussi s'est affaiblie. Et le fait qu'une organisation politique extraterritoriale qui avait pour le coup une vraie histoire diasporique depuis 1920, la FRA Dashnak Soutchoun, qui, en quittant ses locaux de son quartier général d'Athènes, en déplaçant ce quartier général à Yerevan en 1999, n'a jamais été aussi faible, parce qu'elle était compromise au fait à la politique pour le moins népotiste et clientéliste des régimes successifs, donc Kocharian, Sarkissian. Donc notez que finalement la participation politique de la diaspora à la construction de l'État arménien n'a pas été couronnée de succès, et effectivement il y a lieu de faire un peu son autocritique, de proposer un bilan critique, puisque les Arméniens de diaspora n'ont pas compris que l'Arménie ce n'est pas la mère patrie. Ce n'est pas une nation, c'est un État qui se construit sur les décombres du soviétisme, et qui dit État dit citoyenneté, dit bien commun,
dit aussi responsabilité, et je ne veux pas faire ici de comparaison avec l'État israélien, puisque Israël est une construction diasporique, alors que l'Arménie n'est pas du tout une construction diasporique, mais effectivement, on n'a pas, à Yerevan, pris en compte cette dimension-là, qu'il fallait associer la diaspora, non pas dans une perspective humanitaire ou touristique, comme c'était le cas encore aujourd'hui, mais une perspective stratégique. À ma connaissance, il n'y a pas de service militaire arménien qui est proposé aux diasporiques, alors que vous avez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 4200 binationaux franco-israéliens qui servent sous les drapeaux et qui en ce moment sont engagés dans les opérations contre les Palestiniens en Israël. C'est absolument pas le cas en Arménie. En Arménie, on a effectivement un ministère de la diaspora, maintenant un haut commissariat de la diaspora, qui a mis en place un programme qui est pour le coup très intéressant, c'est le programme Equals, qui signifie en fait au travail, et qui pour le coup, pour la première fois, propose une relation horizontale avec la diaspora, en proposant donc des stages rémunérés pour les diplômés de la diaspora dans les administrations différentes de l'État arménien, et on a heureusement quelques candidats, on va dire une dizaine, je crois que c'est à peu près 25 candidats à chaque promotion, qui restent 1 an, voire plus en Arménie, et apportent leurs compétences, mais aussi leur culture de travail au service des différentes administrations de l'État arménien. Donc je ne vais pas creuser là-dessus, mais ce que je compte, c'est que je remarque, c'est que le ministère de la Défense ne recrute pas énormément d'Arméniens de la diaspora dans des domaines où ils peuvent apporter une vraie valeur ajoutée, notamment la cyber, les drones, etc. Alors, j'ai noté ce problème de régulation de la relation entre l'État arménien et la diaspora, le fait que le combat pour la cause arménienne nous a enfermés dans ce qu'on appelle le tout mémoriel, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment intégré l'impératif de construire un État fort pour que cet État, une fois qu'il dispose d'institutions résilientes au changement, puisse apporter aussi des services à la diaspora. Parce que le vrai problème, encore une fois, c'est cette confusion entre l'État et la nation et cette incapacité à construire des institutions, puisque ce qu'on a eu en Arménie, c'est une succession de régimes. Et quand vous avez un régime qui est remplacé par un autre régime, c'est-à-dire un autre président, une autre administration, on fait table rase des institutions précédentes, puisqu'il y a une confusion entre l'intérêt personnel et l'intérêt commun. Il y a une absence totale d'agenda, de vision stratégique, et surtout ce côté, on ne se prend pas en charge, puisque de toute façon, nous bénéficions en Arménie de la protection de la Russie. Donc c'était méconnaître un petit peu les bouleversements géopolitiques qui commencent à se mettre en place dans la région du Caucase du Sud à partir de 2002, 2003, 2004, lorsque les principaux oléoducs, gazoducs reliant la Caspienne à la Méditerranée se mettent en marche, et surtout que l'Azerbaïdjan fait preuve de ce qu'on appelle une vraie patience stratégique, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a réussi à s'emparer et à renforcer le régalien, c'est-à-dire la défense, en multipliant les alliances et les partenariats stratégiques, Pakistan, Israël, Turquie, mais aussi l'OTAN, via la Turquie, le Royaume-Uni, et aussi la diplomatie, puisque l'Azerbaïdjan est un État, pour le coup, qui a développé une politique extrêmement intéressante, singulière, qui s'apparente un peu à ce que fait l'Inde, c'est-à-dire le multi-alignement. L'Azerbaïdjan est un État neutre, ce que l'armée devrait être, mais qu'elle n'est pas encore, et qui a les moyens de sa neutralité, puisqu'elle a diversifié donc ses alliances à la fois diplomatiques et militaires avec des acteurs régionaux et internationaux qui peuvent être en rivalité, puisque l'Azerbaïdjan entretient un partenariat stratégique avec la Russie, mais aussi avec la Turquie, qui est quand même un pilier de l'OTAN, et pour le coup, l'Azerbaïdjan bénéficie donc de ce soutien de la part de l'OTAN dans toutes ses opérations contre l'Arménie et les Arméniens. L'autre problème aussi qui se pose entre Yerevan et la diaspora, c'est l'absence d'interlocuteurs, l'absence de partenariat, bon ça je l'ai dit rapidement, l'idée du régalien, ça aussi, la sous-estimation de l'Azerbaïdjan. On a sous-estimé cette patience stratégique et cet effort de construction étatique, certes dictatoriale, mais qui a porté ses fruits à l'Azerbaïdjan. Et donc on en vient à cette idée que il n'y a pas eu un vrai travail en fait d'esprit de critique, un vrai travail de prospective, de vision stratégique. Et j'en viens donc à l'intitulé de cette communication, c'est la quête de sens. Et la problématique que je nous pose et qu'on devra se poser tous, en fait, c'est en définitive, qu'avons-nous, nation arménienne, diaspora et État, à donner à l'universel ?
Qu'avons-nous à donner à l'universel, si ce n'est du mémoriel, si ce n'est de l'empathie, de l'amour, de l'affection Non, c'est vraiment une question que pour moi, en fait, me travaille, puisque je considère qu'il y a un rétrécissement à la fois territorial et civilisationnel, mais aussi spirituel et intellectuel, qui fait qu'on vit une vraie crise de sens aujourd'hui, donc en ce début du XXIe siècle, du fait de l'absence au fait d'élite arménienne capable de pouvoir générer un vrai récit, un vrai discours, un vrai message pour à la fois le peuple arménien, mais aussi pour l'universel de façon plus générale. C'est-à-dire sortir du folklore, sortir du mémoriel pour pouvoir aller vers les autres, mais pour ça, il faut être suffisamment armé. Donc j'en viens à la deuxième partie de mon propos, où puiser, donc la cause arménienne, en fait, est incapable, en diaspora, de générer une nouvelle offre pour la jeunesse, compte tenu, au fait, de l'obsolescence de ces structures, et aussi du fait que nous avons épuisé plusieurs cycles. Alors, la situation qui est la nôtre, en fait, est une situation de rente mémorielle, du fait que la génération qui m'a précédé, la génération qui a milité, la génération de Kéram notamment, a forcément a permis aux Arméniens de diaspora de sortir de l'entre-soi, de sortir de leur solitude pour gagner l'espace public, mais l'effet pervers, ça a été la récupération de la mémoire par les pouvoirs publics, par la France notamment, et le fait que nous avons enlevé au 24 avril sa dimension revendicatrice et combative pour en faire en fait une question purement mémorielle, sans aucune portée stratégique, parce qu'on s'est aperçu en 2020 que ça ne suffisait pas de reconnaître le génocide de 1915 pour défendre les vivants, c'est-à-dire les Arméniens de l'Artsakh. C'est très bien de reconnaître le génocide au nom de la mémoire la dignité des morts et de leurs descendants, mais c'est une autre chose que de défendre les vivants. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment pris en compte dans le travail des militants. Donc rapidement, moi je distingue trois cycles historiques en diaspora sur donc cette question arménienne, et aussi les limites et les forces et les faiblesses du haïtadisme, du réveil arménien des années 70. Donc le premier cycle, il commence en 1965, c'est le 50e anniversaire du génocide. En 1965, vous avez à Yerevan une manifestation monstre d'Arméniens d'Arménie, notamment des enfants de rescapés du Vaspurakan, du Daron, qui ne réclament pas la reconnaissance, mais réclament directement les réparations. Ça, c'est très important. Ils réclament notaire, ils réclament la justice. C'est quelque chose que nous avons oublié. C'est d'abord les réparations, après la reconnaissance. En France, notamment, nous avons donc une organisation pionnière qui est absolument pas connue et qui est beaucoup mieux placée que moi pour en parler, c'est le Centre d'études arméniennes. C'est pas le CDCA. Le Centre d'études arméniennes fondé par le pasteur Georges Raïguian à Marseille, et qui a posé vraiment les jalons de la préhistoire du combat du militantisme arménien dans la diaspora française, puisque c'est à partir de là qu'une génération qui avait donc 20 ans dans les années 60 a commencé à faire du 24 avril non pas une journée de deuil, mais aussi une journée de revendication. C'était par exemple solliciter les commerçants arméniens à fermer leurs boutiques le 24 avril, et aussi à documenter parce que nous avions à l'époque rien sous la main comme travail académique, universitaire, pour pouvoir justement porter cette revendication. 1965 jusqu'à 70, 75, on assiste à un essoufflement de ce cycle, puisque, a priori, tout porte à croire que le pacifisme n'a pas permis aux Arméniens d'être audibles, d'être entendus par les pouvoirs publics, par les diplomaties, les chancelleries. Et donc nous nous retrouvons dans un contexte d'ébullition politique extrêmement fort, de tiers-mondisation, vous avez la cause palestinienne, et au Liban, vous avez quand même une diaspora extrêmement forte, à peu près 200 000 Arméniens à Beyrouth, qui à l'époque, à l'aube des années 70, la capitale politique et culturelle du monde arménien occidental. Donc un véritable effet de vase communicant entre justement le réveil de la cause palestinienne et comment la jeunesse arménienne du Liban va être influencée par cette militarisation de la cause palestinienne et va en faire sienne aussi ce combat. Et donc la rencontre entre la cause arménienne et la cause palestinienne, le contexte du chaudron libanais qui explose en 1975, plus la radicalisation de la jeunesse arménienne d'Iran, de Syrie, vont permettre à une jeune génération, la troisième génération des rescapés,
de prendre les armes au nom de la lutte armée. Donc c'est la création de la Sala en 1975. Et plus tard, donc, dans la foulée, le parti d'Ashnak Souchoun va créer aussi son propre commando, dans un contexte de tiers-mondisation aussi du parti d'Ashnak, puisque le secrétaire général de l'époque, Malouchian, était très sensible à ce rapprochement d'os politique avec l'Union soviétique. Donc on est vraiment dans ce contexte-là où le Moyen-Orient, la jeunesse armée du Moyen-Orient, va prendre les armes et va inscrire la question arménienne dans l'agenda politique du moment, c'est-à-dire l'international révolutionnaire. Donc on sort d'une démarche purement mémorielle et victimaire, une démarche purement revendicatrice, avec bien entendu ses forces, mais aussi ses faiblesses, comme l'atteste la dérive du terrorisme aveugle de la Sala, après l'âge d'or, après 1981, après la fameuse occupation du consulat de Turquie à Paris, et puis après ça va être cette lente dérive terroristes aveugles, puisque les cibles n'étaient plus du tout des cibles turques, mais des cibles choisies selon les desiderata des commanditateurs de cette organisation. Et donc la Sala va s'épuiser avec la scission de 83, Monté-Melkonian, qui donc va quitter l'organisation et va se terrer à Anjar, sous la protection du parti d'Ashnak au Liban. Et ce cycle va progressivement donc s'estomper, et on arrive au troisième cycle, 1988, c'est-à-dire ce que j'appelle le printemps arménien. 1988, c'est le réveil des Arméniens de l'Artsakh, puisque à l'aune de la perestroïka, qui est un vrai test pour la démocratie dans l'espace soviétique, les Arméniens de l'Artsakh réclament le droit, non pas à l'autodétermination, mais le droit à vivre en paix sous l'administration de l'Arménie soviétique, c'est-à-dire demander demande à Moscou en fait un retracé de la frontière administrative, au même titre on a un précédent que l'Ukraine s'était vu reçu en 1954 la Crimée en cadeau du pouvoir soviétique de l'époque, c'était Nikita Khrouchtchev. Donc vous connaissez la suite, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la première phase du conflit de l'Artsakh, mais comprendre qu'un nouveau cycle a commencé en diaspora, puisque je mets au défi beaucoup de gens ignoraient même où se trouvait le Ralabar dans les années 80. C'est quelque chose qu'on ignorait beaucoup parce qu'il y avait méconnaissance du sujet, et on a assisté donc en France, aux États-Unis, donc à un véritable sursaut identitaire qui a conduit justement à une prise de conscience qu'il y a un vaste communicant entre le Ralabar, l'Arménie d'une part, et puis le combat pour leur attachement d'abord à l'armée soviétique, plus tard pour l'indépendance du Ralabar dans le contexte de la sortie du soviétisme. Et ce que j'observe, c'est que depuis 88-94, donc depuis le premier conflit de l'Artsakh, il n'y a plus de cycle en fait, de réveil de la question arménienne en diaspora. La révolution de velours de 2018 n'a pas provoqué de cycle en diaspora. Elle a provoqué en fait une prise de conscience d'un retard, peut-être un retard par rapport aux enjeux de la modernité, puisque la jeunesse arménienne d'Arménie, qui était biberonnée par les réseaux sociaux, la société civile, l'idéal de démocratie libérale occidentale, a dégagé une élite post-soviétique. On ne va pas discuter de son agenda, est-ce que c'est un agenda américain, est-ce qu'il y avait une marge de manœuvre des acteurs, mais qu'il n'y a pas eu une participation de la jeunesse et des élites de la diaspora à cet effort de démocratisation de l'Arménie, mais plus à une forme d'attentisme, une forme aussi d'enthousiasme, certes, mais qui ne s'est pas traduite par des investissements massifs pour consolider cette démocratie, à la fois via une aide matérielle, mais aussi morale, puisque ce qui s'est passé en 2018, c'est que nous avions un État post-soviétique hybride, à la fois semi-autoritaire, et une société civile qui s'empare de cet État. Mais au lieu de construire cet État, elle a fait en fait un régime, puisque, encore une fois, depuis 2018, ce qu'on observe au sein du gouvernement arménien, c'est que c'est la cooptation qui l'emporte sur la méritocratie, sur le talent, et aussi sur la responsabilité. Et dans cette optique, on se rend compte qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé entre Yerevan et la diaspora. On ne va pas revenir un petit peu sur le rôle de Ashnak Souchoun, même si c'est vrai que ça a compté, mais que les Arméniens qui prennent le pouvoir donc en 2018 ne connaissent pas la diaspora, ne connaissent pas ses attentes, ne connaissent pas sa fragmentation, sa complexité, et ils pensaient naïvement que du fait que l'Arménie était plus démocratique, les Arméniens de diaspora feraient plus confiance pour investir. Or, ce qui s'est passé, c'est que
ces investissements ne sont pas venus, et aussi c'est qu'il y a eu en Arménie donc une jeunesse qui a été un petit peu, on va dire, qui a essayé de faire des réformes, mais qui a été complètement balayée par le choc de la guerre des 44 jours. Et aujourd'hui, on en est là, dans une situation où vous avez un État arménien réduit à sa portion congrue, parce que les institutions qui existent aujourd'hui ne sont pas résilientes à l'idée d'État, mais c'est comme si, c'est un petit peu caricatural, je vous dis, c'est comme si ces dirigeants qui sont en Arménie prenaient l'Arménie pour une ONG, une organisation non gouvernementale. C'est comme si ces anciens dirigeants d'organisations non gouvernementales avaient fait de l'Arménie une grosse ONG, une organisation non gouvernementale. Et ce qu'on aperçoit, c'est que le discours des élites arméniennes par politique, notamment la FRA, c'est que pour eux, l'Arménie, c'est pas vraiment un État, mais c'est plutôt un régime. C'est le régime Pachinian. C'est-à-dire que vous aidez l'Arménie, vous aidez Pachinian. Donc on a du mal en diaspora à distinguer la personne de Pachinian et son équipe de l'idée de l'État arménien. Alors vous allez en Arménie, vous participez à une conférence officielle, vous êtes pro-Pachinian, vous devez boycotter. Et c'est très compliqué parce que effectivement, il n'y a pas cette dans la pensée politique arménienne diaspora, il n'y a pas cette distinction en fait. Vous êtes pour Yerevan, donc vous êtes pro-Pachinian. Vous n'êtes pas pour la cause arménienne. Donc vous défendez l'opposition, vous êtes dans une perspective de souveraineté nationale, de nationalisme arménien, mais qui n'a pas de traduction concrète. Et là, j'emprunte à Gaïz Minassian cette dichotomie entre deux formes de souveraineté. Donc l'idéal d'une souveraineté politique, c'est-à-dire une Arménie vraiment libre, vraiment souveraine, vraiment indépendante, ce qui est extrêmement utopique, parce que l'Arménie n'a pas de levier démographique, économique, politique, pour affirmer une forme de souveraineté sur le modèle de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire une neutralité politique vis-à-vis de la Russie, des États-Unis, de l'Occident. Donc cette idée de souveraineté politique, elle est encore une fois à l'état d'utopie. Et à l'inverse, on a l'idée d'une souveraineté territoriale, c'est-à-dire ce qui compte, c'est pas que l'Arménie soit vraiment indépendante. Ce qui compte, c'est que les territoires que nous considérons comme des territoires historiquement arméniens, l'Artsakh, le Nakhichevan, le Djavar, soient rattachés à une Arménie elle-même vassale de la Russie. Voilà, c'est un petit peu l'approche qui était en fait dans les années 90-2000 qu'on pouvait comprendre un petit peu dans la pensée politique de la diaspora. Et aujourd'hui, on voit que les deux s'effondrent. C'est que l'idée de souveraineté territoriale ne tient plus, puisqu'on assiste à un rétrécissement de l'espace politique arménien, qu'il y a une véritable coordination entre la Russie et l'Azerbaïdjan, entre la Russie et la Turquie, qui sont dans une dimension d'interdépendance géostratégique. J'y reviendrai si vous avez des questions. Et puis, cette idée que l'Arménie n'a pas de levier. Vous voulez être indépendant, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être indépendant. Ça suffit pas d'être indépendant sur le papier et d'avoir un siège de membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, un drapeau, un hymne national. Il faut des leviers pour cela, et la démographie, la diplomatie, le régalien et la défense constituent les ossatures, les fondements de cette indépendance politique. Donc qu'est-ce que nous rappelle 2020 C'est que c'est un brutal rappel du réel. Comme si, en fait, de 91 à 2020, et surtout de 99 à 2020, les dirigeants successifs de l'Arménie, mais aussi de la diaspora, avaient voulu fuir ce réel. La réalité de la géopolitique, la réalité des rapports de force, la réalité que l'Arménie, c'est un État qui doit se construire avec ses contraintes, avec l'enclavement, avec toutes sortes donc, de difficultés quasiment insurmontables. Et tout ça, j'ai l'impression qu'on a voulu l'éviter. Et donc 2020 a été un véritable effet boomerang, en fait, de retour du réel. D'où cette réflexion sur la quête de sens et comment redonner sens, en fait, à notre rapport au pays arménien. Qu'est-ce que c'est que le pays arménien ? Est-ce qu'on doit privilégier une approche territorialisée ou une approche déterritorialisée compte tenu de notre positionnement et notre identité de diasporique ? Alors, moi, personnellement, je pense qu'on est arrivé à un moment où la diaspora, et pour reprendre ce que dit le catholicos de la Grande Maison de Cilicie, s'épuise et que l'Arménie se vide. Et que, puisque nous sommes en diaspora, ma priorité, c'est de balayer devant ma porte, c'est-à-dire de faire en sorte que la diaspora s'organise autour d'un agenda, autour d'une vision et aussi autour d'une identité forte, d'une tradition forte.
La tradition qui me vient à l'esprit en tant que petit-fils de rescapé originaire d'Arabkir. Arabkir, c'est la région de Malatya. Malatya, c'est le diocèse, c'est un diocèse qui dépend de Sis. C'est que j'appartiens à l'Arméno-Cilicie. C'est-à-dire que j'appartiens, par mon histoire familiale, à cette Arménie occidentale déterritorialisée, dont, si vous voulez, le dernier avatar, c'est le catholicosat de la grande maison de Cilicie, qui est en fait le seul catholicosat qui défend pleinement la mémoire de l'Arménie occidentale, mais aussi qui s'inscrit dans une démarche politique de revendication pour la justice et les réparations, comme l'atteste en fait toute la démarche du catholicos Alain Ier vis-à-vis des restitutions des biens spoliés à Sis, mais aussi de sa participation active au combat pour la défense de la cause arménienne. Je ne dis pas que le catholicos est formidable ou qu'il faut le critiquer, je constate factuellement que c'est le seul qui est vraiment dans cet héritage, qui s'inscrit dans cette tradition auquel moi j'appartiens en tant que petit-fils de rescapé arméno-occidental. Donc l'Arménie occidentale, le Saint-Siège, le catholicosat de Cilicie, s'inscrit dans cette tradition, une tradition à la fois politique, puisqu'il a perduré la tradition de l'Arménie occidentale telle que les élites arméniennes de Constantinople avaient pensé, c'est-à-dire la constitution, le règlement du millet ottoman de 1863, une constitution qui est toujours applicable dans certains diocèses, donc qui appartiennent à Antélios. Tout cela, nous, en France, nous ignorons complètement. Nous ne savons pas qu'il y a cet héritage parce que nous sommes coupés d'une transmission. Nous sommes coupés d'une transmission parce que nous n'avons pas ce logiciel diasporique, mais un logiciel qui est extrêmement localisé à nos paroisses, à nos petites... au périmètre étriqué de nos communes. Et effectivement, c'est quelque chose qui pour le coup, mérite qu'on réfléchisse davantage, c'est l'apport des élites arméniennes occidentales dans la construction d'une Arménie déterritorialisée et l'apport aussi du catholicosat de Cilicie dans la reconstruction de la nation arménienne au Moyen-Orient. Puisque, effectivement, les Arméniens du Liban, en moindre mesure de Syrie, ont participé très activement à la reconstruction d'une société arménienne diasporique homogène, parce qu'ils étaient tous de Cilicie, mais ils les ont réarménisés, parce que c'était des Arméniens turcophones, et ils les ont aussi transmis des outils précieux pour qu'ils puissent s'armer culturellement, intellectuellement, grâce donc à toutes sortes de structures, à Maskaïn qui a été fondée en Égypte, mais aussi les écoles, les lycées, Kare Niépé à Alep, Najar Gulbenkian à Alep, Celal Cemaran de Beyrouth, le lycée Melkonian de Chypre. Tout ça a permis à ce que nous ayons en fait, en l'espace de quelques décennies, une véritable élite arménienne diasporique. Suffisamment outillé pour se penser arménien de façon transnationale et pas de façon locale. C'est quelque chose qu'en France nous avons ignoré parce qu'en France nous sommes d'abord français du fait du modèle jacobiniste assimilationniste français, alors que dans le contexte du millet arménien, du contexte du ghetto arménien oriental, nous avons l'identité, le marqueur identitaire, c'est le marqueur arménien, et c'est un marqueur identitaire qui n'est pas focalisé sur la mémoire du génocide, mais sur le présent du fait justement du contexte et de l'histoire de ces communautés. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de partager avec vous cette nécessité de se réancrer dans une nouvelle tradition, mais aussi de tirer profit de l'héritage de ces élites arméniennes du Moyen-Orient qui ont vraiment apporté à la fois une transmission politique et aussi une transmission spirituelle, puisque le catholicosat de Cilicie a donné des évêques qui ont vraiment pensé une sorte de... je ne dirais pas de théologie contextuelle, mais en tout cas quelque chose qui s'approche de ça, c'est-à-dire de penser la situation arménienne en exil. Donc on a les travaux de Monseigneur Zareh Aznavourian, qui était en fait une figure, on va dire, mystique, un grand spirituel, un grand religieux arménien à Antélios, qui a écrit beaucoup sur justement la pastorale, mais qui a beaucoup pensé aussi la spiritualité de l'église arménienne en exil, et qui s'inscrit aussi dans l'héritage de Saint Nessèche Nourali, qui est en fait un grand arméno-cilicien, un grand catholicos, un grand saint et un très grand œcuménique. Parce qu'il était parfaitement intégré à la fois dans l'espace culturel arménien, dans l'espace culturel grec, syriaque, mais aussi musulman, parce que c'était un homme de dialogue et d'œcuménisme. Donc tout cela, c'est un héritage, et il faut vraiment se l'en emparer et le fortifier et se rappeler encore la question de départ, c'est quel est notre rapport à l'universel, parce que effectivement Nessèche Nourali a une dimension universelle. Je pense aussi à d'autres personnes comme un ancien membre de Terre et Culture, Monseigneur Mesrop Ashtian, qui a fait énormément aussi pour rapprocher la diaspora de l'Arménie à travers la culture, à travers la redécouverte du patrimoine, à travers l'édition. Et ce sont des personnalités complémentaires, contemporaines,
Monseigneur Zaleh Aznavourian, Monseigneur Mesrok Ashdian, qui ont vraiment renforcé l'assise du catholicosat de Cilicie et qui ont aussi joué un rôle très important dans la redécouverte du pays arménien. Voilà pour cette partie. Alors, quelle mise à jour? Alors, effectivement, revenir un petit peu sur le diagnostic du Catholicos Haram. La diaspora s'épuise, l'Arménie se vide, c'est toujours d'actualité. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Sachant que une grande partie des ressources humaines disponibles en Syrie, au Liban, en Iran, à Constantinople, sont extrêmement affaiblies et il n'y a plus de renouvellement générationnel. Il y a encore des vocations, heureusement, sacerdotales, mais il n'y a plus d'intellectuels. Vous allez à Beyrouth, vous vous rendez compte que la moyenne d'âge c'est 70 ans et que la plupart des jeunes qui font des études supérieures dans les sciences humaines, ils vont tous faire leur thèse en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en moindre mesure en France. Donc vraiment, il y a un épuisement des ressources humaines disponibles au Moyen-Orient. Mais par contre, il y a toujours cette conscience transnationale que la diaspora arménienne, c'est une réalité. Ce n'est pas juste un attelage insolite de plusieurs communautés qui ont quelques liens familiaux. C'est une réalité palpable du fait justement de la force de l'héritage de ces structures transnationales, le Catholicosat de Cilicie, en moindre mesure la FRA et ses réseaux, en moindre mesure l'UGAB qui malheureusement se désintéresse totalement de la diaspora au profit de l'Arménie. Et pour que cette conscience transnationale puisse exister, il faut plusieurs outils. Il faut un récit, il faut un agenda. Et le premier outil, à mon sens, ça reste la langue arménienne, puisque c'est la langue arménienne, dans sa variante occidentale, mais aussi orientale, si on intègre les Arméniens d'Iran et les Arméniens d'Arménie qui appartiennent à cette nouvelle diaspora et qui sont aussi en quête de sens. Cette langue arménienne, il ne faut pas qu'elle soit enseignée comme une langue en voie de disparition, comme une langue maternelle, qui n'est plus une langue maternelle pour beaucoup de gens de ma génération, mais comme un outil transnational au service de la régénérescence et du renouveau de la culture arménienne dans un cadre diasporique, dans un cadre mondialisé, dans un cadre transnational. Et pour le coup, les Arméniens peuvent s'inspirer de ce que fait la francophonie, puisque l'espace francophone, les idéaux de l'Organisation internationale de la francophonie sont des idéaux porteurs de sens, puisque ce sont des valeurs de vivre ensemble, des valeurs d'exception culturelle. Et l'exception culturelle arménienne, pour le coup, elle a du mal à faire sens, parce qu'on est encore prisonnier un petit peu de l'ancien récit, le récit de la transmission, le récit de la mémoire, de la conservation de l'identité. Mais quand à force de conserver, on fait de ce qu'on appelle le hayar barbanon, la conservation en fait du formol folklorique, dans lequel on se ressasse de mythes, de fétiches qui malheureusement ne constituent pas une offre pour les jeunes qui, eux, veulent s'épanouir dans une identité arménienne décomplexée. Donc moi, je pensais surtout à cette idée de moderniser la langue arménienne autour de réseaux transnationaux, c'est-à-dire renforcer les écoles existantes, mais aussi les échanges entre les écoles d'Argentine, des États-Unis, de France, du Liban, afin que les jeunes qui puissent profiter d'une sorte d'Erasmus arménien puissent à la fois acquérir les bases, les fondamentaux de la langue arménienne, mais aussi les bases, les fondamentaux des langues des pays d'accueil et avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à leurs camarades des non-arméniens dans ce contexte de mondialisation. Ça, c'est un outil transnational que, malheureusement, les structures panarméniennes, comme la FRA à Maskaïn, avaient essayé un petit peu avec les forums à Maskaïn, n'a pas suffisamment pris en compte. Et puis, le deuxième étage de la fusée, c'est la démocratisation de l'accès aux connaissances, c'est le savoir. Et on se rend compte, encore une fois, à quel point on est coupé de cet héritage, puisque soit nous avons une approche élitiste, qui ne profite pas à tous, soit nous avons une approche, on va dire, de nivellement vers le bas, dans lequel on va davantage privilégier les paillettes, le people, le folklore, plutôt que les fondamentaux de la langue, de la culture, de la civilisation arménienne, d'où cette suggestion de mettre en place les bases d'une université populaire en ligne. Une université populaire en ligne arménienne, c'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui, à mon sens, est indispensable dans l'état dans lequel nous nous trouvons, étant donné que la première réaction qu'a été la France, celle de la France en 1871, après la tragique défaite contre l'Allemagne prussienne et la perte de l'Alsace-Lorraine, ça a été de créer Sciences Po, l'école libre des sciences politiques. C'était une des premières réactions. En Arménie, on a un vrai déficit
de connaissances en sciences humaines. C'est-à-dire que les systèmes, la transmission en fait de l'histoire, l'historiographie, elle est dans une perspective, on va dire, plutôt nationale. C'est un roman national, mais ce n'est pas une approche critique. Les relations internationales et les sciences politiques sont quasiment inexistantes. Il existe des politistes, mais ces gens-là sont plus des analystes que des vrais chercheurs. Et en diaspora, c'est pareil. Je veux dire, on a des historiens excellents, mais on n'a pas de politistes. On n'a pas de politologues qui pensent la diaspora d'une façon transnationale. Donc il y a un vrai déficit. Et donc qui dit universitaire populaire en ligne dit effort de modernisation, dit, on va dire, Jogonutiuna, en français, la souplesse. Voilà. La souplesse, c'est-à-dire être flexible par rapport à la fragmentation du public diasporique. Donc, université en ligne, moi j'ai quelques exemples en tête. Vous avez par exemple en France, université populaire en ligne sur le Moyen-Orient et la Méditerranée qui marche bien. Ça s'appelle l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études du Moyen-Orient et la Méditerranée auquel je participe, et qui est vraiment extraordinaire parce que ça réunit une communauté de chercheurs qui travaillent sur différents thèmes et qui ont un vrai public et une vraie visibilité dans l'espace numérique grâce à toutes ces vidéos, ces conférences et ces cours et ces formations qu'ils proposent de façon extrêmement flexible. Aujourd'hui, la meilleure chaire d'arménologie que nous avons en Europe, c'est l'INALCO. Le problème de l'INALCO, c'est qu'elle n'est pas suffisamment souple et flexible pour proposer des contenus à un public qui n'est pas physiquement en mesure d'assister en hybride et en présentiel à ces cours. Donc moi, je crois que la meilleure des priorités, c'est vraiment investir dans la matière grise pour créer une structure transnationale, mais qui soit aussi suffisamment crédible de fait de ses membres fondateurs, donc des chercheurs, suffisamment transnational pour que nous ayons plusieurs récits, que nous ayons une perspective arméno-française, arméno-libanaise, arméno-canadienne, arméno-américaine. Et les cours qui devraient être enseignés, ce seraient bien sûr des cours d'histoire, histoire antique, histoire des relations des Arméniens avec les Arabes, avec les Mongols, avec les Ottomans, avec les Juifs, avec l'Occident, donc la Cilicie, mais aussi histoire des pères de l'Église arménienne. Justement, revenir un peu à la figure de Nessé Chenourali, de Skrikol Taterassi, de Saint-Grégoire de Narek, Saint-Grégoire l'Illuminateur. Géostratégie, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, et je m'étonne qu'un État comme l'Arménie, qui est en guerre depuis son indépendance, n'ait pas encore à ce jour un centre de recherche stratégique, ce qu'on appelle un think tank. Il y avait un think tank qui s'appelait Nolavank, qui a été financé qui avait été créé par un ancien Premier ministre, Antranik Malkadian, avec une idéologie et une ligne éditoriale extrêmement nationaliste, Neuchtéenne, mais qui était fort parce ils ont formé une génération plutôt sensible à cette idée que l'armée doit s'allier avec des vieilles civilisations russo-byzantine, donc Grèce-Russie, civilisation perse, et bien sûr s'ouvrir à l'Asie, s'ouvrir à l'Inde, à la Chine, parce que c'est là qu'on peut penser qu'il y aura une sécurisation du territoire arménien. La sécurité ne viendra pas de l'Occident, ça c'est une chimère, et ce n'est pas à vous que je vais vous le dire, ça viendra de l'Asie, de l'Inde, surtout de l'Iran. En 2018, lorsque Nicole Pachinian arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de fermer cet institut, Nolavank. Et aujourd'hui, nous n'avons pas en Arménie de centre de recherche stratégique, de think tank qui pense ces sujets-là, c'est-à-dire canaliser les ressources humaines et matérielles de la diaspora, à travers une vraie vision et aussi une vraie coordination sur les sujets qui sont porteurs de sens, enseigner une arménologie décomplexée, modernisée, et créer des vraies synergies. Et j'en viens à mon troisième point. Donc j'ai parlé de la langue, j'ai parlé de l'université, et maintenant il faut que je parle des médias, je parle de la presse. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi ma casquette de journaliste France-Arménie, Nouvelle d'Arménie, mais parce que ce sont en situation de dispersion, de fragmentation, c'est les médias arméniens qui jouent ce rôle de lien précieux, mais aussi à la fois de gardiens de la mémoire collective. Alors c'est ça qui reste. Vous allez à Marseille, vous avez les archives d'Alam, elles sont précieuses pour nous, parce que c'est là que sont entreposés donc, les matériaux qui nous permettent de faire nation. Mais force est de constater, c'est que les médias arméniens, en France, n'ont pas d'identité transnationale, ne se pensent pas en diaspora, ils se pensent en communauté. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un logiciel où il faut privilégier le local et les impératifs de la question arménienne ou de l'actualité arménienne, mais ce ne sont pas des journaux, des médias qui se remettent en question et comprennent que la modernisation, ce n'est pas forcément la révolution numérique. Elle est certes indispensable, incontournable, mais c'est aussi la révolution narrative. C'est-à-dire qu'il faut
impérativement prendre en compte que ce qui nous manque aujourd'hui, à nous, journalistes arméniens, c'est un nouveau narratif, un récit. Un narratif, pas un anglicisme, un récit. Et ce narratif médiatique, il est essentiel à la fois pour que les Arméniens du monde entier, d'Arménie diaspora, puissent communiquer à la diaspora, mais aussi aux non-arméniens. Alors, moi, je pense à plusieurs plateformes numériques qui sont, à mon sens, porteuses de sens. En Arménie, on a un site qui est très bien, c'est Civilnet. Civilnet, qui est donc issu de la société civile, qui a été fondée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Valtan Oskanian, et sa directrice de cabinet, Salpi Razalian, qui était un média très sérieux. C'est un des rares médias sérieux parce que, contrairement aux autres médias arméniens, il ne fait pas du commentaire, mais il fait de l'analyse. Le problème, c'est qu'en Arménie, on est noyé dans le commentaire. On fait énormément de commentaires. Alors, soit vous êtes pro ou anti-occidental, pro-Pachinian, anti-Pachinian, mais vous ne faites pas de l'analyse critique et vous ne proposez pas un nouveau narratif. Et ce que j'ai observé, c'est que pendant la guerre des 44 jours, Civilnet a été le seul média qui a compris à quel point les Arméniens devaient remporter la bataille de la communication, ce que les Ukrainiens ont très bien fait, ce que nous n'avons pas fait. Civilnet a essayé de le faire, notamment en ouvrant son antenne à d'autres langues, à d'autres profils. On avait donc une section anglophone, toujours d'ailleurs heureusement, parce que ce sont des journalistes arméniens diaspora parfaitement anglophones, des États-Unis notamment, qui proposent un nouveau narratif, et aussi francophone. Alors il y a une journaliste arméno-belge qui a très bien travaillé, mais malheureusement elle n'est plus à Civilnet, mais c'est quelque chose qui manque énormément. C'est une plateforme francophone, russophone, bon, ça existe déjà, mais il faut renforcer, anglophone, pourquoi pas arabophone et aussi turcophone, parce que vous avez la question des Arméniens islamisés, des crypto-arméniens, des Arméniens du Hamchen. Ces gens-là, ils sont à quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres de Yerevan. Il faut aussi les capter, leur imaginaire. Et malheureusement, l'État arménien n'a pas compris à quel point c'était stratégique que de proposer un narratif pour ces gens-là. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce qui manque et ce qui serait vraiment souhaitable, c'est d'avoir un vrai média satellitaire, donc une plateforme numérique, donc un site d'information, mais aussi avec une web TV, parce que je ne sais pas si on a les moyens d'avoir l'équivalent de France 24 ou d'Al Jazeera en arménien, mais qui puisse proposer simultanément ces narratifs dans les langues de la diaspora et dans les langues stratégiques, c'est-à-dire le turc, le persan, l'arabe, etc. C'est quelque chose qui est fondamental parce que ça permettra déjà de rassembler les fragments de la nation arménienne autour de l'effort de régénérescence, de renaissance, mais aussi d'avoir une vraie vision. Et puis bon, qui dit médias transnationaux, qui dit think tank, qui dit arménologie, la prochaine étape qui doit se poser aussi en tant qu'organisation Terre et Culture, c'est la réflexion stratégique. Donc c'est ce qui peut tendre vers un think tank. On ne crée pas un think tank, un centre de recherche stratégique du jour au lendemain. Ça pose effectivement un sérieux effort de matériel, humain, mais effectivement, on a des experts d'origine arménienne qui ont une responsabilité très importante parce que ce qu'on observe aussi dans le contexte des fractures françaises, des crispations identitaires françaises, c'est que les Arméniens ont un rôle important à jouer. Ce rôle-là, c'est un rôle de médiateur. Bon, je ne vous apprends rien, c'est une banalité, mais c'est ce qui fait aussi la force des Arméniens tout au long de leur trajectoire, c'est qu'ils ont toujours excellé dans ce rôle de médiateur, c'est-à-dire des gens qui sont en mesure de comprendre le narratif de l'autre, mais aussi de se mettre à sa place. Et il manque effectivement, l'équivalent d'un think tank dans lequel les Arméniens excelleraient dans l'analyse des conflits internationaux, non pas dans une perspective arméno-centrée, mais une perspective régionale, puisque nous avons des bons experts sur l'Iran, sur le monde arabe, sur la Turquie, etc., qui pourraient apporter justement leur pierre à l'édifice et par là même sécuriser l'Arménie. Donc j'aurais aimé dire beaucoup plus de choses, mais je vais peut-être m'arrêter sur cette idée cette urgence plutôt de forger un nouveau narratif qui puisse intégrer la dimension territoriale, donc le militaire, le politique, le régalien, la dimension politique, la dimension culturelle, mais aussi la dimension spirituelle, parce qu'il y a aussi une vraie crise spirituelle compte tenu de l'absence totale de vocation sacerdotale en Occident, de l'état de délabrement de l'Église nationale arménienne au Saint-Siège de Tchmiadzin, et se donner les moyens, donc des ambitions, des ressources, pour mobiliser des ressources qui, pour le coup, ne sont pas dans les structures. Ces ressources-là, elles sont hors structure,
Et pour que vous mobilisez ces ressources, il faut avoir un agenda, une vision et quelque chose à offrir pour que l'autre puisse aussi se nourrir de votre expertise. Donc, autrement dit, sortir de l'entre-soi pour pouvoir apporter quelque chose à l'universel. Je vous remercie.